Martine Carol est née à Biarritz en 1922. Georges Debeau, auteur d'un livre sur Martine Carol. Elle était issue d'une famille bourgeoise. C'est tout à fait une petite Française, la petite Française qu'elle a montrée dans presque tous ses films. À Biarritz, Martine Carol ne s'appelle encore que Maryse Mourer. C'est la fille d'un industriel du Sud-Ouest. Ses parents étaient d'ailleurs des gens absolument délicieux. J'ai beaucoup aimé ses parents. Lise Delamarre, partenaire et amie de Martine Carol au cinéma. Son père était un homme tout à fait très bien, pour lequel Martine avait une véritable adoration. C'était une fille qui, au départ, aurait dû être très équilibrée. Ce n'est pas de ces gens dont on dit « Ah oui, elle n'est pas très équilibrée parce que dans sa famille... » Pas vrai, ça, c'est tout à fait le contraire. La famille Mourer quitte Biarritz et vient s'installer à Paris. Martine est inscrite en pension chez les Sœurs dominicaines de Neuilly. Puis elle suit des cours de peinture et prépare les beaux-arts. Sa meilleure amie s'appelle Rosine Luguet. C'est la fille de l'acteur André Luguet. Rosine va lui faire rencontrer des gens du spectacle. Elle va devenir par exemple l'amie de Micheline Prel. On avait d'ailleurs à peu près le même âge, mais moi j'avais déjà commencé à faire du cinéma. Je venais de terminer Paradis perdu avec Fernand Gravet. Et je me souviens très bien de Maryse Mourer, puisqu'elle s'appelait Maryse Mourer, plus tard devenue Martine Carol, et qui me disait « Ah, comme tu as de la chance de tourner avec Fernand Gravet ». Elle avait un esprit émerveillé comme ça devant le cinéma. Elle était très... d'ailleurs, même plus tard, je l'ai revue aussi. Elle était très émerveillée par les beaux hommes, les beaux acteurs. Très vite, Martine n'a plus qu'une seule idée, devenir actrice. Pour cela, elle prend des cours chez René Simon. Puis elle passe une audition chez Gaston Batty, qui cherche de jeunes acteurs pour une tournée en province. Elle est engagée. Ses débuts l'encouragent à faire carrière. Le cinéma la tente. Elle réussit à obtenir un rôle dans un film policier, François Perrier et son partenaire. J'ai eu le privilège de tourner son premier film. C'était un film qui s'appelait La ferme aux loups, qui a été tourné par un metteur en scène disparu maintenant, je ne sais même pas s'il est encore en vie, qui s'appelle Richard Potier, ou qui s'appelait Richard Potier, et j'avais à mes côtés dans ce film Paul Meurice et Martine, dont c'était les débuts. Et il y a une chose qui est assez curieuse dans mon souvenir, c'est qu'elle avait, si j'ose dire, son ancien nez, c'est-à-dire son véritable nez. Vous savez que c'était une période qui est beaucoup dépassée maintenant. Mais presque toutes les actrices, au départ, si elles devaient jouer, évidemment, les jeunes premières, les femmes qui plaisent, les séductrices, trouvaient toujours leur nez ou trop long, ou trop busqué, ou trop important, ou trop large. Elles trouvaient toujours quelque chose. Et systématiquement, elles passaient toutes par les mains de chirurgiens esthétiques. Et Martine s'est fait opérer le nez, mais après ce film. Et c'est assez drôle à penser, si on pouvait revoir le film maintenant, je suis sûr que si c'était maintenant, elle ne se ferait plus opérer. Ce qui prouve bien que le cinéma a évolué. Parce que maintenant, on peut imposer son véritable visage, alors qu'à cette époque-là, il y avait des critères. Il fallait qu'une actrice ait un visage particulier, un petit nez, de préférence légèrement en l'air, et c'était la mode. Or, Martine ne se contente pas de se faire un nez à attirer les producteurs. Elle modifie aussi la couleur de ses cheveux. De brune, elle devient blonde. Puis elle s'inquiète à propos de l'impact de son nom. Au théâtre, elle a choisi de s'appeler Maryse Harley. Mais à son avis, ce n'est pas une bonne idée. François Perrier lui propose alors Martine Carol. C'est avec ce nom que Martine tourne film sur film à la fin de la guerre. C'était des années assez dures, pas pour les comédiens, parce que nous sommes toujours un peu privilégiés. François Perrier. Il faut bien le dire, on faisait pas mal de films, il y avait pas mal de films qui se tournaient, puisqu'il n'y avait pas de concurrence américaine, puisque les Allemands, évidemment, avaient interdit les films américains.
En plus, et bon, il n'y avait pas la télévision. Les réunions de sport étaient beaucoup moins nombreuses. Il n'y avait pratiquement pas de bal. Tout ça était interdit par les Allemands. Alors il est évident que et le théâtre et le cinéma connaissaient une époque, c'est affreux à dire, mais une époque assez florissante. Martine Carol court le cachet. Sa gentillesse et son audace lui permettent de se faire un petit nom dans le tout Paris. Elle était certainement très timide. Micheline Prel. Et comme tous les timides, pleine de complexes, elle osait des choses que d'autres n'oseraient pas. Mais parce que ça, c'est une forme agressive de la timidité. En tournant des petits rôles, en posant pour des photos, Martine Carol gagne un peu d'argent. Elle le dépense aussi vite avec insouciance et générosité. Elle était profondément généreuse. Elle n'avait jamais un rond devant elle. François Perrier. Un jour, je peux raconter ça parce que c'est bien un trait de son caractère. Un jour, il y avait un machiniste que nous connaissions bien, que nous avions connu quand on tournait ensemble. Parce que j'avais tourné dans un sketch aussi avec elle sous la direction de Delannoy. Et donc je la voyais de temps en temps. Vraiment, c'était une bonne camarade. Et il y avait un machiniste qui avait eu son fils qui avait eu une jambe coupée. C'était une histoire bien pénible. Et on avait décidé, tout un petit groupe, de faire quelque chose pour lui. Enfin, en un mot, de rassembler un peu d'argent pour l'aider à avoir une prothèse. Enfin, tout ça était bien pénible, mais bon, il vaut mieux faire ça que rien du tout. Et tout d'un coup, j'ai pensé que Martine connaissait ce type, avait connu ce type, et je lui ai demandé rendez-vous. Et je me souviens, elle habitait à l'hôtel Prince de Galles, et j'ai été la voir un matin. Alors, elle était là, il y avait une pédicure qui lui faisait les pieds, une manucure qui lui faisait les mains, une esthéticienne qui lui faisait un masque. Et je lui explique le cas. Oh, elle me dit, oh oui, tout ça, immobilisé comme une momie. Elle me dit, oh oui, oh, quelle horreur. Tiens, elle avait les mains occupées. Elle me dit, prends dans le tiroir de la commode. Et je me souviens plus, il y avait une somme assez élevée. Pour l'époque, il y avait 100 000 francs. Et bon, je lui dis, qu'est-ce que je prends, 20 000 francs? Et elle me dit, non, on prend tout. Et j'ai eu le sentiment, à cette seconde-là, que c'est tout ce qu'elle avait. Présentement. Elle n'a pas d'autre argent. Je ne sais même pas si elle en avait à la banque. Et ça, c'est tout à fait elle. Elle s'est dit qu'entre cette dame qui était en train de se faire les mains, les pieds et un masque sur le visage, et ce jeune garçon qui avait une jambe coupée, à qui il s'agissait de mettre une jambe artificielle, il n'y avait pas de commune mesure, et qu'évidemment, c'était à lui qu'il fallait penser. C'était tout à fait typique de son caractère. Et sur le moment, j'ai failli refuser. J'ai failli lui dire, écoute, non, tu vas plus avoir un sou. Parce que c'était patent. Je suis sûr que c'est tout ce qu'elle avait. Et puis, je lui ai dit, vraiment, tu changeras jamais. Je l'ai embrassé, je suis parti presque comme un voleur. Mais en fin de compte, je savais que lui refuser lui aurait été désagréable. T'es quelqu'un d'élégant. La France, libérée de son cauchemar des années 40, se force à rire et tient farouchement à ne plus voir la vie en négatif.
C'est la grande époque de la reconstruction et le début d'une expansion économique qui entraîne un immense mouvement d'optimisme. Les grandes réussites au théâtre, au cinéma, en littérature témoignent de cet état d'esprit. Caroline Chéry, le roman de Jacques Laurent, est l'exemple de l'un des succès les plus extraordinaires de l'époque. Et c'était un pari, Caroline Chéry. François Perry raconte la naissance de Caroline Chéry. C'est Jacques Laurent qui est un merveilleux écrivain, et même un très bon écrivain. Et il avait fait le pari avec tous ses copains qui étaient Nimier et toute cette bande-là. Il avait fait le pari d'écrire un roman, un best-seller. Il avait dit, donnez-moi 3 semaines ou 1 mois, et je vous écrirai un best-seller. Et les autres l'avaient mis au défi. Et il a écrit Caroline Chéry, et ça a été un best-seller. Il faut beaucoup de talent pour pouvoir faire ça. En 1949, François Chavannes achète les droits du livre pour en faire un film. Il cherche avec Jacques Laurent, l'interprète de Caroline. Le personnage de Martine, un peu inconstant et à la fois ingénu et pervers, les tente. D'autres noms avaient été prononcés, des noms alors d'actrices connues. Jacques Laurent, l'auteur de Caroline Chéry. Martine n'est toujours pas une actrice. Martine est un petit personnage parisien scandaleux qui laisse photographier ses seins, par exemple. Mais à cette époque-là, même pour un petit amateur, comme était la petite Martine, c'était laisser photographier ses seins et les laisser circuler à travers les salles de rédaction en grande quantité d'exemplaires. C'était le scandale. Martine était le scandale à l'état pur. Mais je me suis dit que aussi, Caroline, dans mon livre, par rapport à la famille où elle était née, par rapport à la famille où elle s'était mariée, par rapport aux idées révolutionnaires ou contre-révolutionnaires où elle avait vécu pendant la période de la terreur, que Caroline aussi avait été une espèce de petit scandale. Et j'ai eu envie que ce soit elle. Alors, bon, par la suite, j'en ai parlé aux producteurs, aux 2 producteurs, c'est-à-dire à Chavannes et à Poiret. Il y avait d'autres candidatures. Il y avait des noms, c'est-à-dire que nous avions le choix entre faire d'une inconnue une fille célèbre ou prendre une fille célèbre pour jouer Caroline. Avant de prendre une décision, Jacques Laurent propose à ses amis une expérience. Dans la plus grande salle de la société de production cinéphonique, il fait venir une 50aine de journalistes du spectacle. Après bien leur avoir exposé le sujet de Caroline Chéry, il leur demande de voter à main levée pour désigner l'actrice qui jouera Caroline dans le film. Jacques Laurent se souvient du résultat de cette élection insolite. Vraiment, je n'ai pas compté les mains levées, mais je crois que c'est au 9/10e qu'ils ont voté pour Martine Carole. Caroline, Caroline, chérie, que fais-tu, 2 amis? Tu les vois, puis tu les oublies, Caroline, chérie. Ton cœur est trop grand, tu le sais, des amants trop nombreux. Pourquoi? Parmi tes amours s'envoler, réponds-moi, aimais-tu parfois? Caroline, 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 chérie, comprends-moi, je te parle en ami. N'oublie pas que l'amour s'enfuit, Caroline, chérie. Mais c'est ça, Caroline, la vie. Georges Ulmer vient de chanter Caroline Chéry. Quand on a fait la première de Caroline au cinéma Berlitz, Jacques Laurent. Elle est devenue, mettons, du mardi au mercredi, d'une petite fille dont le scandale pouvait alimenter un écho, elle est devenue une vedette. Et devenir une vedette en une nuit, il faut le faire, vous me direz, mais il faut aussi le supporter.
Immédiatement, Martine Carol devient une star adulée par les foules. Elle représente le symbole de son époque. La renommée de Caroline Chéry passe les frontières. Elle était ravissante, mais ravissante. Colette Mars. Elle avait les plus jolis yeux, le petit nez en trompette, un sourire exquis. Et elle était pleine de vie. Cette fille, elle était la joie de vivre. La silhouette, elle avait un corps ravissant, une taille très fine, de très jolis seins. Et elle était la parisienne. On avait l'impression qu'elle allait danser. Vous savez, elle avait une démarche charmante. Au moment de son premier divorce, Martine Carol a 31 ans. Elle est devenue une grande vedette du jour au lendemain en jouant le personnage de Caroline Chéry au cinéma. Martine Carol, qui maintenant devient Martine Chéry pour le public, semble partie pour une nouvelle vie. Elle pense à se remarier. Mais cette fois, elle épouse un Français. Martine confie le soin de faire son bonheur à Christian Jacques. Je l'ai épousé parce que j'étais un monsieur qui épousait. C'est-à-dire, je tombais amoureux d'une femme, je l'épousais. Et c'est pour ça que je me suis marié 5 fois. Moi, j'épouse. Je ne vis pas comme ça, moi, j'épouse. Je suis un épouseur. Pour Martine, ça a été la même chose. Elle m'avait séduit quand même par son côté tellement gai, tellement drôle. Elle était pleine d'esprit, du reste, ravissante fille, intelligente. Ça n'a jamais été une grande comédienne. Je le savais, j'étais lucide. Quoiqu'amoureux, j'étais très lucide. Je connaissais très bien ses limites. Il fallait l'utiliser avec ce qu'elle était, c'est-à-dire c'était une comédienne d'instinct. Donc il fallait l'utiliser comme telle. Mais j'avoue que pour moi, ça a été quand même des années fort agréables, tant sur le côté privé que sur le côté professionnel. Parce que même dans les films que je lui ai fait faire, qui n'étaient pas des rôles faciles, elle m'a donné entière satisfaction. Le premier film qu'ils tournent ensemble a pour titre « Adorable créature ». Martine Carol est avec Daniel Darieux, René Faure, Antonella Loaldi, France Roche, l'héroïne d'une série d'aventures sur les femmes. En 1952 également, Martine tourne la suite des aventures de Caroline Chéry. Nous avons fait le Caprice de Caroline Chéry. François Chavannes, le producteur du film. Où il y avait un garçon dans un château breton qui, avec son sabre, faisait sauter un bout de son corsage. Et on apercevait furtivement le sein de Martine. Et ce qui nous a valu à l'époque la condamnation du primat des Gaules, le cardinal Gerlier, qui a dit « Le Caprice de Caroline Chéry est une scandaleuse spéculation sur le vice ». Toujours en 1952, Christian Jacques lui fait interpréter le rôle de Lucrèce Borgia. L'année suivante, elle participe à la super production de Sacha Guitry, Si Versailles m'était compté. En 1954, elle devient Madame du Barry et Nana dans le film de Christian Jacques, tiré du célèbre roman d'Émile Zola. C'est certainement mon rôle préféré. Nous avons travaillé très dur pendant 4 mois et demi, c'était très long. Mais ce personnage m'a apporté certainement les plus grandes joies. Je chante 2 chansons que Van Paris m'a écrites. Une qui s'appelle Le plaisir, enfin elle n'a pas de titre définitif. Et la seconde s'appelle Faut que ça saute. Je suis la reine de ma bille. Chaque soir, on rigole bochant. Parmi les danseurs du quadrille, je choisis un nouvel amant. Les dollars de tous les jobards. Faut que ça saute, les Hidalgo et les Richards. Faut que ça saute, créneau d'un pétard. Les diamants
cœur et les louis. Faut que ça saute, faut que ça saute. Et quand on se retrouve au nid, faut que ça saute aussi. Et quand on se retrouve au nid, faut que ça saute aussi. À quoi bon regrets et soucis? Faut que ça saute, faut que ça saute. L'amour passe et la vie aussi. Faut que ça saute et puis c'est fini. L'amour passe et la vie aussi. Faut que ça saute et puis c'est fini. C'était Martine Carol qui nous chantait « Faut que ça saute ». Pendant la première moitié des années 50, Martine Carol est au firmament de sa carrière. C'est l'époque des gravures de mode au nez en trompette et des autodidactes qui bâtissent des fortunes. Elle a été typiquement la première vedette cinématographique, la première star. François Perrier. Avec tout ce que ce mot comporte d'affolant et d'inquiétant, si vous voulez, fabriquer. C'est-à-dire qu'on l'a prise et on en a fait une star. Cela dit, elle a honoré le boulot, elle a honoré le travail. Les rois, les reines, les présidents, les hommes d'affaires sont fiers de poser à côté d'elle. Chaque année, on lui réserve l'un des trônes de la kermesse aux étoiles. Pas un grand festival ne se déroule sans la présence de Martine Carol. Les producteurs insistent pour qu'elle préside leur banquet. Tout le monde est prêt à déplacer une soirée de gala pour qu'elle puisse venir. Martine n'avait pas de règles de conduite très prudes dans son existence. Jacques Laurent. Martine, également, quand elle choisissait un rôle dans un film, cherchait probablement plus le succès que l'incarnation d'un personnage qui l'aurait obsédé. Elle a été victime d'une époque qui était disposée à encenser le succès et en même temps à être d'une extrême cruauté pour le succès. Elle en a été victime parce qu'elle en était elle-même la fille. Elle était le produit d'une époque qui dure toujours d'ailleurs. Ça n'a pas du tout changé. C'est une époque qui est née après la guerre et qui, déjà en Amérique, avait existé entre les deux guerres, où la vedette a tous les droits, y compris le droit de se taire. En 1955, Martine Carol tourne Lola Montez. En interprétant ce personnage, Martine retrouve certaines parties d'elle-même. Lola Montez a vécu comme une reine. Les plus grands personnages de l'Empire se sont battus pour avoir ses faveurs. Lola a vécu de grandes amours scandaleuses. Franz Liszt a été son amant. Le roi Louis Ier de Bavière l'a couverte de bijoux. Il lui a fait construire des châteaux. Puis la beauté de Lola s'est fanée. Elle a sombré. Elle est devenue qu'un souvenir. Le souvenir d'une vie extraordinaire qui peut rapporter de l'argent à celui qui saura la raconter. Aujourd'hui, on ferait un film ou un livre. À l'époque de Lola, on en a fait un spectacle de cirque. Chaque soir, Monsieur Loyal décrit en détail à son public les aventures de Lola Montez, ses succès, ses amours, sa fortune, ses déboires. Tout le monde vit les drames et les bonheurs de Lola. On apprend comment et pourquoi elle a fini par échouer dans ce cirque à faire un numéro d'acrobate pour gagner sa vie.
Lola Montez arrive sur la piste. C'est le clou du spectacle. Malgré tout ce qu'on a pu raconter, elle est encore belle. Une beauté hors du commun, comme sa vie. Lola monte lentement sous le grand chapiteau. Il lui reste quelques mètres de corde à gravir avant d'exécuter son numéro. Le public la suit, heureux de pouvoir toucher des yeux cette femme inaccessible et sortie d'un rêve. Pendant ce temps-là, dévorée par les projecteurs, Lola Montez s'apprête à tourner sur son trapèze, toute seule au plus profond de son cauchemar. Martine Carol joue le rôle de Lola Montez. Max Ophuls dirige la mise en scène. Martine souffrait beaucoup de tout ce qui était acrobatique. Lise Delamarre qui jouait sa mère dans Lola Montez. Elle était doublée dans le film, mais je ne sais pas pourquoi, Ophuls, avec un... je dois le dire, ça ne retirait rien à son talent, mais avec un certain sadisme, se plaisait à faire des tours de trapèze à Martine qui se sentait très très mal. Alors ça, c'était très dur. J'en ai encore des tas de marques d'ailleurs sur les jambes. Oui, Martine est en train de me montrer ses jambes. C'était très dur parce qu'il fallait que je m'entraîne quand même le soir après le tournage. Et j'aurais préféré rentrer me coucher que de faire tous les soirs 1h30 d'acrobatie et de trapèze, car j'avoue que je n'aime pas tellement ça et que c'est un gros effort pour moi. Et elle aimait rire. Mais au fond d'elle-même, elle était angoissée. Jacques Laurent, scénariste de Lola Montez. Martine revient dans Lola Montez, ça m'a beaucoup frappé. Lola Montez étant brune, Martine est revenue à sa couleur naturelle, puisque Martine était brune. Elle s'était teinte très jeune, en blond, mais elle était brune. Et peut-être a-t-elle déformé sa vie en déformant sa nature par cette blondeur qui n'était pas elle-même. J'ai été frappé quand j'avais travaillé pendant plusieurs mois sans la voir avec Ophuls sur Lola Montez, et je suis allé dans les studios aux environs de Paris où on tournait Lola Montez. Là, j'ai vu Martine Carol, qui pour les besoins de la cause était redevenue brune, et j'ai eu l'impression pour la première fois que je voyais Martine Carol elle-même. Et elle était en effet différente, plus grave, et à mon avis plus sensuelle, en brune qu'autrement. La blondeur qu'elle s'était imposée n'allait pas à son caractère. Et c'est peut-être le côté Martine Carol blonde qui lui a fait faire toutes les bêtises qu'elle a faites. Parce que Martine Carol, à la vérité, était une brune angoissée qui jouait les blondes gaies et gaffeuses. À sa sortie, le film est salué par les critiques et le monde professionnel du cinéma. Mais le public ne s'y intéresse pas vraiment. Il va falloir attendre quelques années. Aujourd'hui, le film de Max Ophuls figure parmi les plus beaux films de l'histoire du cinéma. Le personnage de Lola Montez reste au fond de toutes les mémoires comme l'un des plus beaux rôles du monde. C'est aussi le plus grand rôle de Martine Carol. Tout a commencé par un film, un roman de Georges Simenon, Le passager clandestin. On a pensé afficher Martine Carol en tête de générique. Et puis, on a décidé d'aller tourner à Tahiti. Voilà comment Martine est partie en voyage. Elle a pris ça pour des vacances. C'était formidable, d'ailleurs, je crois que tout le monde l'a senti, parce que j'ai envoyé des cartes en disant combien j'étais emballée par Tahiti, par toutes les îles d'ailleurs des environs, Bora Bora, Moorea. C'est vraiment le pays de la liberté. D'abord, c'est très beau. Les gens sont plus que gentils, très sympathiques. Et peut-être parce que justement il n'y a pas encore d'aérodrome, c'est très difficile d'y aller puisqu'il faut tout de même une semaine. On trouve vraiment la tranquillité totale. Je vivais à 20 km de la ville, dans une vraie maison tahitienne, un petit faret,
avec le toit en chaume, tout ouvert, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de salle de bain, c'est-à-dire il y a des douches, il y a l'eau courante naturellement. Je n'avais pas d'électricité, on s'éclaire au morigaz, c'est très bien. Le jour où j'aurai un terrain, je serai sûre qu'entre deux films, il faut évidemment avoir 2 mois devant soi, parce que le voyage est très long, j'irai me reposer là-bas. C'est un pays où on vit en paréo, je n'ai pas mis une paire de chaussures pendant 4 mois, c'est extraordinaire. Avant de partir pour Tahiti, Martine Carol a eu un accident au cours du tournage d'un film, un accident stupide. Elle tournait sous la direction de son mari, Christian Jacques. Michel Piccoli était son partenaire. Le scénario exigeait qu'elle apprenne le judo, et au cours d'une prise, elle est mal retombée sur le dos. Martine est restée longtemps immobilisée, souffrant terriblement. Seules les piqûres de morphine parvenaient à la soulager. À Tahiti, elle a emporté quelques doses de morphine au cas où son dos lui ferait mal. Elle s'en est servie. Pas uniquement pour son dos, aussi pour tromper ses angoisses, pour s'échapper vers les paradis artificiels. Martine Carol doit maintenant aussi lutter contre la drogue. Elle ne s'aimait pas du tout. Jean Paredes, qui a été l'ami et le partenaire de Martine Carol au cinéma. Je crois qu'elle ne s'est jamais aimée. Dans tous les rôles qu'elle a faits, je crois qu'elle ne s'aimait pas du tout. Elle ne s'est jamais acceptée. Elle s'est jamais acceptée parce qu'elle avait peur de la critique. Elle disait pas, je suis bien, tu m'as pas trouvé bien, hein. Elle disait pas, je suis pas mal, elle disait, tu m'as pas trouvé bien là-dedans. Je suis pas bien, hein, je suis à foutre par la fenêtre, hein. Elle disait ça d'abord. Elle avait tellement peur. Si je devais écrire un livre sur Martine Carol, je le sous-titrerais de Martine Carol ou l'anxiété. Lise Delamarre. Et notamment ce qu'elle m'a raconté sur ce grand voyage qu'elle a fait avec Christian Jacques quand ils ont été invités à représenter la France et à faire un véritable tour du monde cinématographique en avion. Et elle représentait le cinéma français en tant qu'actrice et lui le cinéma français en tant que metteur en scène. Le couple était ravissant et ça a été absolument épuisant. Et elle me racontait combien elle avait eu peur de ne pas être digne quand elle voyait la façon dont les villes avaient décoré le parcours de leurs voitures. Et elle me disait, mais moi, tu comprends, j'étais affolée. Je me disais, mais pourquoi moi, il y en a de meilleures que moi, il y en a de plus belles que moi. Mon Dieu, pourvu que je sois assez bien. Et je me faisais des mises en pli dans l'avion. Et elle était vraiment dans un état d'anxiété effarant. Et je crois que c'est ça qui leur a peut-être incliné à se prendre quelques tranquillisants ou boire un whisky de temps en temps et qui lui aura fait du mal. Martine Carol se sent affaiblie. Elle doute d'elle-même. Elle n'a plus ses 20 ans pour se rassurer. Martine Carol se sent désemparée pour lutter contre la mode qui se met à changer. Martine est restée de cette époque comme ça, toutes ces années 50. Micheline Prel. On la voit ravissante d'ailleurs, très blonde, bien coiffée, prise dans un bustier, les jupes larges. Elle est restée comme ça. Et elle s'est démodée elle-même assez vite comme ça, mais apparemment, je veux dire, physiquement. Elle avait les bijoux, elle était coiffée d'une certaine manière, bien coiffée, les bijoux, le bustier, la poitrine pigeonnante, bien serré à la taille, la jupe large. Moi, je regardais Martine et je trouvais que comme ça, elle avait quelque chose de démodé déjà, parce que ça a été très vite. Du jour au lendemain, comme autrefois pour Martine Carol, une nouvelle star est née, Brigitte Bardot. Quand est apparue Brigitte Bardot, elle a senti la rivale.
Jean Paredes. Et elle m'a dit ce jour-là, disons, tu l'as vu Bardot? Je dis oui, comment tu trouves? Je la trouve très bien. Oh, dis pas des conneries. Elle me dit, elle est pas très bien. Je dis si, elle est très bien. Oh, elle est mal foutue. Alors je dis non, elle est pas mal foutue. Mais c'est pas elle qu'on voit tout le temps, on voit que son visage. Je dis ça, j'en sais rien, mais ce qu'on voit, c'est très beau. Mais me dis pas ça, c'est une petite bonne femme comme il y a 36. Puis elle sait pas jouer la comédie. Je dis, bah, tu sais, moi je l'ai très peu vue, mais je trouve que c'est une fille bonne pour le cinéma. Oh, alors tu crois qu'elle va marcher? Elle était très inquiète parce qu'elle sentait que Brigitte allait lui prendre sa place, ce qui n'a pas manqué. Quand on me dit Martine n'aime pas Bardot, c'est pas vrai. D'abord, j'aime bien Bardot, et puis il n'y a aucun rapport. Sur la côte d'Azur, près de Grasse, Martine Carol possède une propriété où elle se réfugie parfois avec ses amis. Eh bien, j'ai terminé le film Un soir sur la plage de Michel Boiron avant-hier. Les techniciens ont terminé cet après-midi et ce soir, comme je fais d'ailleurs d'habitude depuis 38 films, je donne un souper pour tous les techniciens, tous les camarades, souper d'adieu. Là, j'avais été touché par la fragilité de Martine Carol. Michel Galabru, partenaire de Martine Carol dans ce film. La fragilité, c'est une femme qui... Moi, j'étais un acteur de télévision, j'avais presque fait pas de film. Qu'est-ce que j'étais? Je sortais du français, j'étais très peu connu, on m'avait pris pour un rôle secondaire et cette Martine Carol était là à se raccrocher à moi, à attendre un encouragement. Je me souviens toujours, elle nous avait invités dans sa propriété et elle m'amène là-bas. Et enfin, moi, elle me prend à part et elle me dit, voyez, là, le soir, je me mets là, puis je me mets à pleurer. Et moi, en rigolant, je dis, mais si j'avais tout ça, moi, je... Elle me dit, voyez, c'est à moi jusqu'à la maison. Je me souviens, moi, elle n'avait pas un sou sur moi. Ouh, j'ai dit, mais c'est vrai, naïvement, si j'avais tout ça, moi, je pleurerais pas du tout. Elle n'a pas dû tout comprendre. Elle a dû dire, il ne comprend rien à mon spleen. Et elle était très touchante. Elle avait peur du metteur en scène, elle avait peur de tout. On avait envie de l'attraper dans ses bras avec des petites potions, puis de la pousser, lui dire, n'ayez pas peur. Très drôle, hein. Voulez-vous jouer avec moi le jeu d'amour, la tendre guerre? Mais ne cherchez pas pourquoi, l'ennemi, c'est le partenaire. Si mes yeux vous enjolèrent, prenez garde à vous. Ne soyez pas trop sincère, le cœur n'est pas là tout. Voulez-vous jouer avec moi un jour, un an, la vie entière avec moi? Seule l'audace est souveraine, car les valets valent les rois, et les fous protègent les reines au jeu du jamais de sang-froid. L'amour, c'est un coup de poker, un jeu de passe impair et manque. Venez, venez tenir la banque au jeu d'à tous les coups l'on perd. Voulez-vous jouer avec moi le jeu d'amour, la tendre guerre? Mais ne cherchez pas pourquoi, l'ennemi, c'est le partenaire. Si mes yeux vous enjolèrent, prenez garde à vous. Ne soyez pas trop sincère, le cœur n'est pas là tout. Voulez-vous jouer avec moi
Un jour, un an, la vie entière. Avec moi. Un peu comme une petite fille qui se retrouve princesse après en avoir fait le vœu, Martine vient de vivre son rêve. Après avoir supporté seule et maladroitement cette étonnante réussite, le succès s'éloigne d'elle sans raison apparente, comme il était venu. Avec le film d'Ophuls, Martine Carol prouve qu'elle peut être une bonne actrice. Mais le public ne la reconnaît plus comme une star. Elle est désespérée. Il lui manque encore un morceau de pulse du bonheur. Je crois que Martine n'a jamais été chez elle, ni dans la société, où Dieu sait, elle a été comblée. Jacques Laurent. Ni dans Paris, qui lui a fait pourtant un accueil triomphal, enfin, pas à ses débuts, mais au bout d'un certain temps, car n'oublions pas qu'elle a démarré quand même assez tard, elle avait 30 ans quand elle a démarré. Mais qui lui a fait, à ce moment-là, un accueil triomphal. Elle ne se sentait pas chez elle à Paris, elle ne se sentait pas chez elle chez Maxime, elle ne se sentait pas chez elle dans sa maison de grâce, elle ne se sentait pas chez elle à Tahiti non plus. Martine est quelqu'un qui ne s'est jamais senti chez elle, et peut-être parce qu'elle n'a jamais voulu sentir chez elle, parce que Martine était un oiseau de passage, un oiseau qui attendait la balle du chasseur, et un oiseau qui a attendu deux choses, qui a attendu la gloire et la défaite, sans vouloir s'installer nulle part, ni pour accueillir la gloire, ni pour accueillir la défaite. Martine essaie encore une tentative de bonheur en se mariant une 5e fois avec Mike Eland, un milliardaire anglais. Elle vit à Londres, parée de bijoux, de fourrures, et tout le monde pense qu'elle est enfin heureuse. On la connaissait superficiellement, Martine. Colette Mars. C'est vrai, elle parlait d'elle-même. Mais elle parlait d'elle-même toujours à travers son métier. Et toujours à travers le cinéma. On n'arrivait pas à aller plus loin. Une émotion autre que son métier. Elle disait rien. Je lui demandais, par exemple, aimes-tu la vie à Londres? Est-ce que ce n'est pas trop difficile pour toi, qui es très habitué à la vie tout de même de Paris et que tu aimes, etc. Bien, tu sais peut-être que j'aurai un projet de film à Londres. Donc la ville, son appartement, qui était, paraît-il, ravissant. Elle habitait dans un hôtel particulier, très joli. Eh bien non. C'était le film à venir. J'étais navrée de voir qu'elle en restait toujours là. J'étais triste de voir qu'elle n'avait pas évolué. Un matin de février 1967, dans l'appartement d'un palace de la Côte d'Azur, Mike Eland retrouve sa femme étendue sur le sol. Le jour même, tous les journaux s'emparent de la nouvelle. Ils annoncent au monde la mort de Martine Carol, à 46 ans. Elle est morte à l'hôtel, elle est morte sous la tente, comme elle avait toujours vécu à partir du moment où elle avait quitté ses parents. Je l'ai connue dans un hôtel, je l'ai connue en 1948 ou 49 au Georges V. Elle est morte dans un hôtel du Midi, de Cannes. Après ce joyeux dîner qui était probablement d'une joie un peu artificielle, angoissée, comme elle était dans les dernières années de sa vie,
ayant pris des calmants. Elle est morte étouffée par ce qu'elle avait aimé savourer pendant ce dîner. Elle est morte étouffée par les plaisanteries qu'elle avait faites pendant le dîner, par le homard à l'américaine, et par cette contradiction qu'après avoir été ciguée pendant une soirée, elle avait besoin d'un calmant, d'un euphorisant, enfin d'une aide chimique pour continuer à survivre. Elle est morte de la rencontre de ces deux sillons terribles de la joie artificielle et de la joie chimique. C'était le dernier souvenir de Jacques Laurent. Maintenant, voici celui de François Perrier. Et elle aurait probablement continué si Bardot n'était pas apparu. Ce qui prouve bien qu'il y a au cinéma, parallèlement aux carrières qui sont des carrières qui durent toute une vie et qui connaissent des hauts et des bas et une évolution, il y a aussi ces carrières flambantes qui durent quelques années et qui sont vraiment les stars. Bye bye. Vous venez d'écouter Destins extraordinaires, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation Julien Tarot. Production Romy Azoulay. Patrimoine sonore Sylvain Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Destins extraordinaires est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.